une question BRICS. 5 pays qualifiés à rejoindre le groupe. Le nouveau monde se dessine. Nous nous interrogeons. Mesdames, Messieurs, bon après-midi, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Comprenant actuellement 5 pays, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, les BRICS représentent aujourd'hui à eux seuls 40% de la population mondiale et près d'un tiers de l'économie mondiale. Au total, 19 pays ont aujourd'hui tenté d'adhérer au groupe. Plusieurs d'entre eux ont déjà fait une demande officielle. Mais 5 pays, à savoir la Turquie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Indonésie et l'Égypte, le seul pays africain dans le lot, ont 90% de chances d'intégrer le groupe lors de la prochaine réunion des BRICS du côté de l'Afrique du Sud dans le mois prochain. L'une des conditions d'intégration est le non-alignement des candidats sur les sanctions occidentales imposées à la Russie, a déclaré début juin le chef adjoint de la diplomatie russe. Alors, ces 5 pays remplissent les conditions et sont qualifiés pour rejoindre le groupe. Pour rappel, l'élargissement de l'organisation sera discuté lors du prochain sommet russe-Afrique qui se tiendra les 27 et 28 juillet prochains à Saint-Pétersbourg, en Russie. À noter que l'organisation des BRICS est devenue cette année 2023 plus puissante que le G7 avec 31,5% du PIB mondial contre 30,7% pour le G7. Voilà pourquoi nous nous interrogeons d'ailleurs ce matin. BRICS, 5 pays qualifiés à rejoindre le groupe. Le nouveau monde se dessine. Telle est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec l'économiste, le docteur Dalvaris Goudiou, qui est notre invité. Docteur Dalvaris Goudiou, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Ngoz. Merci pour l'invitation et très sincèrement mes encouragements pour l'effort particulier que vous faites à votre niveau pour le combat panafricaniste, car cela passe parfois inaperçu, mais vous avez joué un rôle important. Je me rappelle, dès le début, pour ne pas le citer, Afrimédia, qui est un média, à la base, vous avez commencé à planter à votre niveau, dans le monde médiatique camerounais, africain, les graines de panafricanisme. Et je suis content aujourd'hui que malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer, que vous parvenez toujours à faire face à ces difficultés et que vous avancez. Vraiment, félicitations pour ce média. Je suis très content d'être invité et soyez-en sûrs, dès que vous m'inviterez, si mon programme le permet, ce sera avec beaucoup d'honneur que je viendrai. Merci à vous, Dalvaris Goudiou. Merci également d'avoir répondu présent à notre invitation ce mercredi matin. Docteur Dalvaris Goudiou, vous êtes économiste. Aujourd'hui, on parle tellement des BRICS. On le sait, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Même plusieurs autres pays, plus d'une trentaine d'ailleurs, au total, veulent adhérer et surtout être qualifiés à rejoindre le groupe. Seulement, ces derniers jours, on nous parle juste de 5 pays qui pourraient justement rejoindre les BRICS lors de la prochaine réunion qui aura lieu du côté de Johannesburg. Oui, Monsieur Ngoz, de nos jours, de par le monde entier, la plupart des États qui veulent vraiment être souverains sont un peu plus fatigués. Parce que quand ils voient le fonctionnement du monde entier, particulièrement le système financier qui existe aujourd'hui, cela laisse à désirer. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles le président Macron a convoqué le sommet sur le pacte financier qui s'est déroulé à Paris il y a quelques temps. Pourquoi? Parce que lui, en tant que mandataire des États occidentaux qui contrôlent le système financier régi par la Banque mondiale, le FMI, se rend compte que de plus en plus d'États sont en train de les échapper. D'ailleurs, vous êtes en train de parler des BRICS. Il y a une variable qui est extrêmement importante. Car de par le monde entier, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le développement en principe était censé être financé par la Banque mondiale, qui le vrai nom c'est la BIR, la Banque internationale de la reconstruction et du développement. Oui. Juste que on a pu remarquer que depuis un certain nombre d'années, ces institutions internationales sont contrôlées par les Américains et les Européens. C'est l'une des raisons pour lesquelles, généralement, dans ces deux institutions, les États-Unis ont un droit de veto. Les États-Unis sont majoritaires dans le capital et ce sont des réalités qui ne peuvent pas changer, quelle que soit la volonté des autres États. Or, de l'autre côté, les BRICS ont pu mettre en place la New BN, la New Development Bank, qui est la banque des BRICS, dont le siège se trouve à Shanghai. Et donc,
la présidente, c'est l'ancienne présidente brésilienne Dilma Rousseff, qui aujourd'hui a un capital qui est extrêmement conséquent. Vous avez énuméré tout à l'heure les chiffres sur les BRICS, et qui de plus en plus, surtout au niveau des pactes fondamentaux, au niveau de la Banque des BRICS, qui attire de plus en plus de personnes. Par exemple, au niveau des pactes fondamentaux, au niveau des BRICS, les 5 États fondateurs des BRICS ont des parts égales du capital de 50 milliards de dollars. En d'autres termes, la Russie ne dépasse pas l'Inde, l'Inde ne dépasse pas la Chine, la Chine ne dépasse pas l'Afrique du Sud ne dépasse pas le Brésil. Ça fait que tout le monde, c'est relativement égal. Très bien. Et aucun des États au sein des BRICS, au niveau de la Banque des BRICS, ne détient un droit de veto. Alors que de l'autre côté, au niveau de la Banque mondiale ou du FMI, quel que soit ce que vous faites, si cela ne plaisait pas aux Américains, ils peuvent mettre le droit de veto. Donc tout type de financement ou tout type d'infrastructures qui peuvent être financées, quand ça ne va pas dans le sens des intérêts des Américains ou des Européens, ils mettent le droit de veto et rien ne pouvait avancer. Alors qu'au sein de la Banque des BRICS, il n'y a pas cela. Donc, pour dire que oui, aujourd'hui, les BRICS attirent beaucoup de personnes. Parfois même attirent même des personnes qui sont curieuses. Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'il y a de cela quelques semaines, le président français a appelé le président Ramaphosa pour demander à être invité au BRICS, alors qu'il est censé être, il est membre du G7 d'abord, et surtout il est dans le plan occidental. Il avait envoyé une de ses représentantes, Catherine Colonna, qui était du côté de l'Afrique du Sud. Exact. Tout ça pour insister. Mais on a eu des réponses assez claires de Moscou, où le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a été clair qu'en réalité, une invitation ou la demande du président Macron de pouvoir être au sommet du BRICS est inopportune, car ils ne sont pas, surtout, non seulement ils ne sont pas membres du BRICS, mais au-delà, la France et bien d'autres États du G7 passent leur temps à dénigrer les BRICS, littéralement, à dénigrer les BRICS. Or, mais ce qui m'a aussi un peu surpris en dehors de la France, c'est qu'il y a des pays, vous avez cité tout à l'heure, de nombreux pays qui ont demandé à être membres. Il y a un pays, par exemple, comme la Corée du Sud, qui a demandé à être membre. Or, la Corée du Sud est une des alliées des États-Unis, oui, des États-Unis en Asie du Sud-Est. Parce qu'il faut bien avouer que l'un des plus grands contingents des soldats américains hors des États-Unis se trouve en Corée du Sud, je crois, un peu plus de 300 000 hommes. Et surtout, en Corée du Sud, il y a des bases qui ont des armes nucléaires. Tout cela brandit pour la plupart en direction soit de la Corée du Nord, soit en direction de la Chine. Mais pour ne pas oublier, en direction de la Russie, car n'oublions pas que après la Corée du Sud, nous avons la Corée du Nord, et la Corée du Nord est en frontière avec la Russie dans l'extrême-orient russe, notamment après Vladivostok. Je vais dire, un État comme celui-là, qui en réalité est assez développé, mais veut quand même être membre des BRICS, ça montre que de par le monde entier, à côté de ces États, et même parmi ceux qui sont les plus éligibles, nous avons par exemple la Turquie. La Turquie qui est membre de l'OTAN, qui est la deuxième armée de l'OTAN après celle des États-Unis, et sur laquelle les États-Unis comptent beaucoup, parce que dans le contournement, sur la base d'Incirlik en Turquie se trouvent les armes, les missiles nucléaires américains, mais qui veut aussi être membre des BRICS. Ça montre quand même qu'il y a un certain malaise à pouvoir coopérer avec des gens depuis des décennies, et on se rend compte de plus en plus que ce sont eux qui sont en train d'être développés, les autres ne sont pas dans ce sens. Si nous prenons que le cas de la Turquie, deuxième armée de l'OTAN, la Turquie qui est liée au clan occidental pendant de nombreuses années. La Turquie a pratiquement perdu une bonne partie de sa crédibilité parce qu'elle s'est donné corps et âme dans l'opération qui consistait à renverser le président syrien Bachar al-Assad. Mais cela n'a pas empêché qu'on puisse traiter la Turquie comme vous voyez, comme on l'a pu traiter quand elle a voulu être membre de l'Union européenne. Jusqu'à aujourd'hui, la Turquie est toujours traitée comme des parias qui peuvent tout faire mais qui ne peuvent pas être membres de l'Union européenne. Je n'ai pas besoin de revenir sur le coup d'État qui avait été organisé par les Occidentaux contre le président turc, mais qui avait été, on peut dire quoi, neutralisé par les éléments, le 16e régiment du GRU, le renseignement militaire russe, qui a informé le président turc et qui a pris disposition pour qu'il puisse avoir la vie sauve. Je veux dire, quand ce sont des signes qui montrent quand même qu'il y a un certain malaise dans le camp occidental, en particulier, mais dans le monde en général, et qu'il y a une volonté pour certains États d'aller vers des organismes ou des organisations qui pensent être plus justes à leurs yeux et pour le bien-être de leur peuple. Pendant ce temps, quand même, Dr Dalvaez Goudiou, il y a des pays qui étaient des alliés, on va le dire comme ça, des États-Unis, comme l'Arabie Saoudite, qui est aujourd'hui qualifiée à rejoindre le groupe des BRICS. Est-ce pour dire aujourd'hui que ces pays tournent carrément le dos au système, on va le dire, financier international, pour ne pas dire occidental? Premièrement, notons que l'Arabie Saoudite travaille, par exemple, depuis des décennies avec les États-Unis, mais jusqu'à aujourd'hui, l'Arabie Saoudite ne peut pas affirmer, ça risque de se tromper, que c'est un pays développé. N'oublions pas qu'en fait, la grande puissance des États-Unis a
été bâtie en place en partie grâce à l'Arabie Saoudite. Très bien, le pétrodollar. Dans les années 70, on parlait de pétrodollar. Oui, justement, puisqu'en réalité, quand il a fallu que les autorités américaines obligent littéralement les Saoudiens à ne vendre leur pétrole qu'en dollars, même si le dollar n'avait plus le soutien en équivalent en or, il fallait juste imprimer des dollars et les Saoudiens imposaient qu'ils ne peuvent vendre leur pétrole. Premier exportateur mondial à l'époque, ils pouvaient vendre leur pétrole qu'en dollars. Ce qui a donné la valeur au dollar et a imposé le dollar comme monnaie d'échange internationale jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on a pu remarquer, si c'est au niveau de l'armement, juste quelques faits, si c'est au niveau de l'armement, le premier importateur du matériel militaire américain au Moyen-Orient, c'est l'Arabie Saoudite. Mais l'efficacité de ces armements n'a pas forcément été au rendez-vous. Et pour cela témoigne la crise militaire qui oppose l'armée saoudienne aux Houthis, les rebelles Houthis du Yémen, qui, avec des petits drones, ont pratiquement détourné ou alors on peut faire face au système anti-missiles américain, les systèmes anti-patriotes. Et les Saoudiens se rendent compte que tout le matériel militaire qu'ils ont acheté aux Américains à prix d'or ne sont que de la ferraille, qui ne sert pas à grand-chose. On n'a pas besoin de revenir sur le conflit qui oppose l'Arabie Saoudite à des gars qui marchent entre guillemets avec des babouches au Yémen, mais qui perdent depuis des années, malgré le soutien américain, français, occidental, malgré le matériel militaire, malgré le fait que l'Arabie Saoudite a fait venir des troupes de par le monde entier. Dans un contexte comme celui-là, on s'est rendu compte que nous étions dans un marché de dupes parce qu'en fait, le matériel acheté à coût de milliards ne donne pas les résultats. Mais pire, c'est qu'en réalité, les stratèges, notamment les stratèges chinois, là c'est un État membre du BRICS fondateur, fait comprendre aux Saoudiens qu'en réalité, la division qui persiste au Moyen-Orient depuis des années ne font que le jeu des Américains. Et c'est très facile de pouvoir faire le bilan. Pourquoi? Parce qu'il y a deux grandes puissances au Moyen-Orient, notamment l'Arabie Saoudite et l'Iran chiite, l'Arabie Saoudite sunnite. Et les conflits autour de ces États-là font le jeu des Américains qui vendent les armes de tous côtés. Or, l'Iran est assez puissante scientifiquement, militairement, etc., avec des alliés tels que le Hezbollah Nasrallah, tels que les gagnants des révolutions, tels que le régime syrien du président Bachar al-Assad. Mais de l'autre côté, l'Arabie Saoudite a aussi les alliés. Or, cette division-là, ce combat entre eux fait le jeu des Américains. Et les Chinois leur disent, si vous faites la paix, vous pouvez en tirer profit. Pourquoi? Parce que ce sont les Iraniens, par exemple, qui soutiennent les Yéménites. Or, pour quelque peu que des drones yéménites tombent sur les installations pétrolières d'Aramco en Arabie Saoudite, les actions sont en chute libre. Oui. Les pertes, c'est qui? Ce sont les Saoudiens, puisque les Saoudiens ont accepté une fois dans l'histoire, il y a de cela quelques années, oui, de privatiser une partie d'Aramco. Parce qu'en réalité, les actions étaient en chute libre. Or, les Chinois leur disent que vous pouvez résoudre ce problème. Le prince héritier actuellement, Ben Salman, il a son grand projet de construire une nouvelle grande ville en Arabie Saoudite qui serait mieux que Dubaï. Or, si vous construisez une nouvelle grande ville, quel que soit le nombre de centaines, de milliers, de milliards que vous mettez là-bas de dollars, si vous n'avez pas une paix avec un voisin puissant tel que l'Iran, tôt ou tard, il suffit que quelques drones ou quelques chasseurs tirent des missiles sur votre ville et ça perd tout sa crédibilité. Oui. Si vous pouvez être en paix, ce serait très important que vous puissiez être allié à l'Iran. Vous enterrez la hache de guerre et que chacun participe à développer son pays. Ça, c'est un élément fondamental qui a ouvert les yeux des Saoudiens qui ont fait comprendre. Effectivement, c'est pourquoi le traité de paix entre l'Iran et l'Arabie Saoudite qui a été signé il y a quelques mois, en réalité, ceux qui ont joué les médiateurs, ce sont les Chinois. Mais pour que les Chinois, pour répondre directement à votre question, pour que les Chinois puissent jouer le rôle de médiateur, c'est qu'en réalité, ils ont fait des négociations avec les Saoudiens. Ils ont dit, OK, nous allons vous aider. Oui. Mais la seule conditionnalité que nous sommes en train de donner, c'est que dorénavant, nous allons acheter le pétrole, mais nous paierons en yuan. D'où le pétrole yuan. Or, les Saoudiens, en vendant leur pétrole en yuan aux Chinois, ça montre une bonne partie. Parce que le Chinois, c'est un des plus grands importateurs mondiaux de pétrole pour son industrie qui est très gourmande en énergie. Ça montre, en fait, les Chinois n'auront plus besoin des dollars pour acheter du pétrole saoudien. Ça montre une dédollarisation de l'économie. Donc, quelque part, pour nous résumer, il y a une perte de confiance entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. On ne peut pas affirmer que c'est déjà un divorce, mais il y a quand même une perte de confiance. Parce que le fait que les Saoudiens acceptent de vendre leur pétrole aux Chinois en yuan montre que les Saoudiens ne respectent plus les accords des années 70 qui imposaient le pétrodollar. D'où le fait que de plus en plus, nous assistons à une dédollarisation des économies de par le monde entier. Soit dit en passant, n'oublions pas que les Saoudiens achètent du pétrole à la Fédération de Russie. Exactement. Parce que
les Russes vendent leur pétrole extrêmement moins cher parce qu'ils sont en très grande quantité. Or, les Saoudiens achètent, raffinent et mettent sur le monde entier. Pourquoi? Parce que les sanctions occidentales sur le pétrole russe fait que les Occidentaux ne veulent plus acheter le pétrole russe. Mais ils ont toujours besoin de cela. Là, ils sont contraints d'acheter par une autre personne intermédiaire, interposée, merci, notamment l'Arabie Saoudite, notamment l'Inde, notamment la Chine. Juste que l'intermédiaire, il achète aux Russes moins cher, il augmente sa marge dessus. Or, cela fait aussi le rôle d'un État, d'un membre des BRICS, notamment les Russes. Pourquoi? Parce que les Russes imposent que leur pétrole ne soit acheté pour certains États qu'en roubles. Ça fait qu'il y a aussi une dédollarisation à ce niveau-là, parce que jusqu'alors, le pétrole était acheté en dollars. Je vais dire, quand on prend les exemples comme celui-là, je n'ai pas besoin de revenir sur l'Inde qui achète le pétrole chez les Russes, mais qui les paye en roupies, et vice-versa. Quand la monnaie indienne, et quand les Russes aussi achètent quelque chose en Inde, ils payent en roubles. Ça fait qu'en fait, au niveau de ces différents États-là, il y a une forme de perte de l'influence du dollar. Donc, quelque part, on peut dire qu'il y a une perte de confiance pour le cas de l'Arabie Saoudite, entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, et tout cela dans une situation comme celle-ci. Comme l'Arabie Saoudite n'a pas pu tirer son épingle du jeu avec une grande collaboration et coopération qu'elle a eue avec les Occidentaux, elle regarde autre chose qui peut lui être très utile. Et comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, les BRICS sont devant les G7. C'est un peu plus de 31% du PIB mondial quand le G7 est autour de 30%. Or, c'est plus important. Les BRICS, c'est 40% de la population mondiale. Donc, c'est un marché qui est extrêmement important. Quand vous avez les BRICS, vous avez des pays comme la Chine ou l'Inde, ça fait presque 3 milliards d'habitants, sans compter le Brésil, la Russie, etc. C'est des marchés sur lesquels vous pouvez vendre vos produits et oublier totalement le marché américain qui est autour de 350 millions d'habitants. Je veux dire que dans un contexte comme celui-là, oui, c'était normal que les Saoudiens puissent trouver des marchés de remplacement et surtout des organismes de remplacement qui peuvent facilement leur permettre de faire face à leurs responsabilités. Et dans ce sens-là, nous avons des institutions comme la nouvelle banque de développement des BRICS qui peut largement faire face au Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Remarque faite également en parlant justement de ces 5 pays qui sont qualifiés, tous sont arabes. Il y a par exemple l'Arabie Saoudite, la Turquie, les Émirats arabes unis, l'Indonésie et le seul pays africain, l'Égypte. Tous ces pays parlent arabe. Est-ce un nouveau front arabe qui se retrouve finalement dans les BRICS pour faire perdre carrément le dollar et surtout pour faire perdre carrément l'Occident? On peut, bon, disons pas arabes forcément tous, mais musulmans. Oui, parce que l'Indonésie est le premier pays musulman, mais ils parlent leur langue qui est l'hindouisme. Mais non, à côté de cela, je vais dire, ce que vous dites n'est pas faux, mais il faut comprendre que dans l'analyse précédente, vous remarquerez que la plupart des États qui contrôlent, que ce soit la FMI ou la Banque mondiale, sont d'obédience judéo-chrétienne, notamment occidentale. Oui. Et on a eu comme impression, parce qu'en fait, quand on a refusé à la Turquie d'être membre de l'Union européenne, on a eu l'impression qu'en réalité, c'est un bloc qui ne veut pas les musulmans. Mais maintenant, l'ouverture des BRICS vers ces nations-là démontre clairement que le BRICS est ouvert à tout type d'obédience. Que vous pratiquez l'hindouisme comme en Inde, ou le shintoïsme comme en Chine, ou si vous êtes islam, c'est au chrétien comme en Russie, et musulman, il n'y a pas de problème. Mais là, vous dites que votre question a un sens plus profond. C'est qu'en réalité, la plupart de ces États sont du Moyen-Orient. Oui. Or, le Moyen-Orient qui est une épine dorsale de la politique, des différentes politiques internationales, que ce soit sécuritaire, monétaire, économique. Or, justement, si ces différents États-là sont admis dans les BRICS, ça montre un certain nombre d'États qui vont sortir de l'influence totale de Washington. Et nous pensons que ça risque d'être un grand séisme géopolitique. Mais c'est un séisme géopolitique qui n'a pas commencé aujourd'hui, puisque quand vous regardez ce que j'ai cité sur l'Arabie Saoudite, par exemple, d'abord le fait qu'elle vend son pétrole en yuan, plus en dollars pour les Chinois, mais surtout qu'elle ait accepté de signer un traité de paix avec l'Iran, qui est son ennemi séculaire. C'est quelque chose de bien. Sans oublier à côté, n'oublions pas qu'à côté, quand il y a eu aussi les grands séismes, c'est que tout récemment, lors du dernier sommet de la Ligue arabe, la superstar, c'était Bachar al-Assad. Malgré les pressions des Américains sur le prince héritier Ben Salman de ne pas inviter Bachar al-Assad a été invité en Arabie Saoudite lors du sommet. Et c'était la superstar, il a été accueilli par le prince Ben Salman. Or, Bachar al-Assad est au pouvoir aujourd'hui. Il a été combattu d'abord par les Saoudiens, par les Américains et tous ceux qui étaient autour, mais il a pu résister par le soutien de l'Iran, de la Russie, etc., etc. Et admettre
Bachar al-Assad au sein de la Ligue Gagara, sans qu'il n'ait appliqué toutes les réformes qui lui étaient imposées, ça montre que quelque part, le prince Salman est en train de tourner le dos aux Américains. De dire que je ne regrette pas ce que vous dites, je regarde les intérêts de notre nation, même si ça ne vous plaît, même si ça ne vous plaît pas. Or, moi, je pense pour ma part que, et à côté de ça, n'oublions pas qu'en fait, il y a les négociations pour l'ouverture de l'ambassade saoudienne à Damas et vice-versa à Riyad, mais surtout, il y a que, étant donné que l'Iran est le principal soutien financier des Houthis au Yémen, il y a des négociations de paix. Il y a déjà plusieurs trêves entre le Yémen et l'Arabie saoudite par rapport à la guerre. Ça fait que les Saoudiens s'économisent financièrement, militairement et d'amener autre chose. Et cela ne plaît pas aux Américains. Oh, les Saoudiens, ils ont besoin de faire des économies parce qu'ils veulent reconstruire une grande ville. Mais au-delà de la grande ville, ils veulent à tout prix construire, ils veulent à tout prix diversifier leur économie. Car tôt ou tard, le pétrole va finir. Tôt ou tard, le pétrole est en train de baisser déjà. Et c'est important qu'ils puissent diversifier leur économie. Or, pour diversifier l'économie, pour développer, par exemple, l'industrie touristique, c'est important de pouvoir faire la paix avec un État comme l'Iran. Car si vous faites la paix avec l'Iran, vous faites indirectement la paix avec le Yémen, vous faites indirectement la paix avec le Hezbollah, le Hezbollah d'Hassan Nasrallah au Liban, vous faites aussi la paix avec Bachar al-Assad et toutes les nations qui les soutiennent. Je veux dire, c'était important pour les Saoudiens de pouvoir obtenir cela. Mais cela ne plaît pas forcément aux Occidentaux, car comme on dit, ils ont toujours profité de diviser pour mieux régner. Mais maintenant, de plus en plus de puissants, de plus en plus de nations sont réfléchies. Et comme vous l'avez dit, le fait que ces différentes nations-là remplissent des questions pour être membres des BRICS, ça risque de créer un deuxième séisme géopolitique. Et comme vous l'avez compris, en fait, les nations qui remplissent les questions, le fondamental, avant d'essayer de toquer à la porte, c'est de ne pas appliquer les sanctions contre la Russie. Et si ces nations n'appliquent pas les sanctions contre la Russie, vous savez, beaucoup de ces nations ont eu des menaces des Américains de dire que si vous n'appliquez pas les sanctions contre la Fédération de Russie, nous allons vous sanctionner. Beaucoup de nations préfèrent être sanctionnées que d'appliquer les sanctions contre la Russie. Et nous voyons que les sanctions qui ont été appliquées contre la Russie se retournent aujourd'hui contre les sanctionneurs d'hier. Justement, parlant de sanctions, plusieurs pays africains ont refusé justement de sanctionner la Russie. Parmi ces pays africains, on peut compter une trentaine. Et d'ailleurs, à ce propos, pour l'agrandissement, on va le dire comme ça, des BRICS, une réunion Russie-Afrique est prévue les 27 et 28 juillet prochains. Est-ce pour dire que ces pays qui avaient tourné le dos et surtout avaient déclaré haut et fort qu'ils ne puniraient pas et surtout ne sanctionneraient pas la Russie pourraient faire partie des BRICS? Bon, maintenant, il faut comprendre, mon frère Steve, en fait, ce n'est pas le seul critère. Oui. Il y a aussi des critères macroéconomiques. Il faut remplir un certain nombre de critères macroéconomiques. La question des sanctions contre la Russie est presque conjoncturelle. C'est-à-dire c'est une question qui peut être passagère. La plupart des sanctions qui sont aujourd'hui, c'est près de 12 000 sanctions implémentées contre la Russie, la plupart tirent leurs origines depuis 2014 avec la crise de la Crimée, mais ont continué beaucoup plus depuis le début de l'opération spéciale du côté de l'Ukraine. Oui, de l'Ukraine, dans Donetsk, Lugansk, etc., etc. Donc, pour dire que ce sont des questions qui sont un peu conjoncturelles, mais qui peuvent passer. Mais avant les questions conjoncturelles, il y a des fondamentaux. Il faut remplir un certain nombre de critères macroéconomiques. Il faut remplir un certain nombre de critères. Et je pense que sur le continent africain, il y a beaucoup de nations, par exemple, qui ont demandé, notamment le Sénégal, notamment l'Algérie, etc., notamment l'Égypte qui est actuellement, ça c'est des supputations, qui est sur la shortlist. Nous espérons qu'il y aura encore d'autres États africains qui pourront remplir ces conditionnalités. Shortlist, parlons justement de shortlist. 19 pays sont en train de toquer aux portes des BRICS. Et d'après certaines informations que nous avons reçues, lors de la prochaine réunion des BRICS du côté de l'Afrique du Sud, pourraient justement en faire partie. Oui, justement, c'est tout notre souhait. C'est tout notre souhait, car comme je le disais, quand on fait le bilan de la coopération que nous avons eue, que nos nations ont eue avec le FMI, la Banque mondiale, dans nos pays, on voit les résultats. Les entreprises privatisées, les salaires divisés par 2 par 3, la dévaluation, les entreprises fermées, la destruction des infrastructures sociales. Il n'y a pas assez d'hôpitaux, il n'y a pas assez d'écoles parce que le FMI s'est dit qu'il faut faire des économies. Et au-delà, avec l'endettement abusif dont nous sommes victimes aujourd'hui, on est contraint de payer le service de la dette, payer les intérêts pour la dette que nous avons contractée. Or, ce sont ces intérêts qui pouvaient permettre de construire des routes, de construire des écoles, etc., etc. Or, vous avez pu remarquer, si je ne prends que l'exemple d'un pays comme le Cameroun, tout dernièrement encore, le Cameroun a été contraint de prendre la décision d'augmenter le prix du carburant, notamment le diesel et le super.
Tout cela, pourquoi? Parce qu'il y a des pressions de la Banque mondiale, du FMI, qui estiment que les États doivent plus subventionner très bien, le pétrole. Très bien, à 700 milliards, alors que vous savez, généralement, chez nous aux États-Unis, l'État subventionne le coût. En d'autres termes, le fait que l'État ne subventionne pas, ça fait que le coût de la vie devient plus cher pour le Camerounais. Mais quand l'État ne subventionne pas, ils font une économie. Qu'est-ce qu'ils font de l'économie financière? Officiellement, c'est pour mieux s'occuper de la population, mais dans la réalité, c'est que ça permet plutôt à l'État de rembourser le service de la dette. En d'autres termes, quand nous avons des économies, le FMI ne veut pas savoir. Ils se servent d'abord parce qu'il y a le service de la dette dont ils veulent à tout prix de l'argent. Et ce qui m'embête dans cette affaire, justement, j'en parlais avec quelqu'un quand on parlait du sommet pour le pacte financier, c'est qu'en fait, ce sont les dettes que nous avons déjà remboursées à plusieurs reprises. Ça veut dire qu'on vous a prêté 10 000, je vous prête 10 000, et tous les jours, vous me donnez des intérêts de 500 tous les mois. Pendant 50 ans, j'ai eu mes 10 000 avec beaucoup d'intérêts. Et tout jusqu'à je lui dis, OK, Steve, OK, comme tu me rembourses chaque 3 mois là, OK, je vais restructurer ta dette. Rembourse ça plutôt chaque 6 mois ou chaque 9 mois. Ce qui est sûr, vous me devez toujours de l'argent. Si je vous aime vraiment, je vais dire, OK, si vous ne me remboursez plus, puisque tu m'as déjà remboursé. On ne sait pas ce qu'ils font. Donc, ça montre quand même un certain cynisme de ces personnes-là qui se disent qu'elles sont en train de nous aider alors qu'elles sont en train de nous détruire. Si vous faites un bilan des infrastructures dans beaucoup de pays sur le continent, notamment au Cameroun, la plupart sont des infrastructures qui ont été faites par la Chine, que ce soit à l'autoroute, que ce soit les axes, que ce soit à l'intérieur de la ville. Je n'ai pas besoin de revenir sur un point énorme qu'on le prend à nos profondes de Kribi, qui est un financement chinois à plus de 1000 milliards. Mais aujourd'hui, quand il faut exploiter, qui est en train d'exploiter aujourd'hui? On se rend compte que le terminal est contrôlé par le français Bolloré. Je vais dire, quand on est dans un contexte comme celui-là, c'est très facile de faire le bilan. C'est-à-dire, tel dit que je vais faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Tel ne dit presque rien. Mais il fait des choses qui sont concrètes, qui sont malléables, qui sont palpables, qui sont touchables. Moi, je pense pour ma part que pour nos différents États, dans le contexte international, c'est très important qu'on puisse regarder vers d'autres cieux et d'autres cieux actuellement. Pas pour dire qu'on va totalement couper les liens avec les Occidentaux. Jusqu'à présent, comme je le dis parfois, nous ne sommes pas anti-français, ni anti-occidentaux. Mais on pense qu'on devrait respecter nos peuples. On devait parler, d'égal à égal. Dieu n'a pas fait un homme inférieur à un autre homme. Les hommes se valent, les hommes doivent être respectés. Et nous pensons que jusqu'à présent, on n'a pas dit qu'on voulait le mal de X ou Y, mais on aimerait juste être traités, pas comme des esclaves, mais comme des personnes à part entière, que nos droits soient respectés. Merci à vous, Dr Darès Goutou, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis, vous également. Restez sur nos plateformes numériques. Surtout, n'oubliez pas de liker et surtout de partager au plus grand nombre. Sur ce, nous vous souhaitons de passer une agréable journée.